Merci beaucoup. Merci. C'est un véritable honneur. Merci beaucoup. Monsieur le Président Johnson, Monsieur le Vice-président Vance, Madame la Première Dame des États-Unis, Mesdames et Messieurs les membres du Congrès des États-Unis, merci beaucoup. Et à mes chers compatriotes, l'Amérique est de retour. Il y a 6 semaines, je me suis tenu sous le dôme de ce Capitole et j'ai déclaré l'aube de l'âge d'or des États-Unis. Depuis, il n'y a eu rien que des actions rapides et déterminées pour lancer l'ère de succès sans précédent de notre pays. Nous avons accompli plus en 43 jours que la plupart des administrations en 4 ans, en 8 ans, et nous ne faisons que commencer. Merci. Je reviens ici dans cette chambre ce soir pour vous tenir compte de notre élan qui est de retour, notre esprit qui est de retour, notre fierté, notre confiance. Le rêve américain aujourd'hui est plus fort que jamais par le passé. Le rêve américain est inarrêtable. Notre pays est sur le point de faire son grand retour, un retour que le monde n'a jamais vu par son histoire et peut-être qui ne se reproduira jamais à une telle échelle. L'élection présidentielle du 5 novembre est un mandat qui n'a pas été donné depuis des décennies. Nous avons gagné les 7 États clés avec une victoire au collège électoral de 312 voix. Nous avons également gagné le vote populaire de beaucoup. Nous avons gagné de nombreux comtés à travers le pays. Vous avez gagné des comtés à travers le pays, 2700 contre 525. La carte était quasiment complètement rouge, la couleur des républicains. Aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire moderne, plus d'Américains sont convaincus que notre pays se dirige dans la bonne direction plutôt que la mauvaise. De fait, c'est historique avec un changement de 27 points. C'est le plus grand changement électoral. De même, l'optimisme chez les petites entreprises a connu sa plus grande augmentation sur un mois de toute notre histoire, avec une augmentation de 41 points.
Mesdames et messieurs les membres, nous vous demandons de bien vouloir garder l'ordre dans la Chambre et de ne plus perturber l'adresse du président. Et les membres qui continuent de ne pas respecter ces règles, nous pourrons restaurer l'ordre dans la session conjointe, s'il vous plaît. Monsieur Green, veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Les membres qui continuent à perturber le quorum, le président de la Chambre demande au sergent de restaurer l'ordre et de faire sortir ce monsieur de la salle, s'il vous plaît. Nous demandons aux membres de bien vouloir respecter le quorum dans la Chambre. Monsieur le Président, vous pouvez reprendre. Merci. Ces 6 dernières semaines, j'ai signé une centaine de décrets et pris plus de 400 décisions exécutives pour rétablir le bon sens, la sécurité, l'optimisme et la prospérité à travers tout notre beau pays. Le peuple m'a élu pour faire cela et je le fais. Il a d'ailleurs été dit par de nombreuses personnes que le premier mois de notre présidence, je dis bien, est celui le plus couronné de succès de l'histoire de notre nation, et de loin. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que vous savez qui c'est qui a le deuxième mois, c'est celui de George Washington. C'est pas mal, hein? Bon, c'est pas moi qui ai fait la liste, mais je l'accepte. Dans les premières heures après avoir prêté serment, j'ai déclaré une urgence nationale à notre frontière sud et j'ai envoyé l'armée ainsi que les gardes frontières pour mettre un terme à l'invasion de notre pays. Et ils font de l'excellent travail. Depuis les traversées illégales de la frontière, le mois dernier était au plus bas de notre histoire. Ils ont entendu et donc ils ont décidé de ne pas venir. C'est beaucoup plus facile comme ça. En comparaison, sous la présidence de Joe Biden, le pire président de l'histoire américaine, des centaines de milliers d'immigrants traversaient la frontière tous les mois. Et la plupart étaient des assassins, des drogués, des dealers, des fous. Ils étaient relâchés dans notre pays. Qui voudrait ça? C'est la 5e fois que je m'adresse à ce congrès et à nouveau je vois les démocrates devant moi et je me rends compte qu'il n'y a tout simplement rien que je puisse dire qui les rende heureux ou qui les fasse au moins sourire ou applaudir, rien du tout. Je pourrais trouver un soin pour une maladie terrible, mettre la paix dans le monde ou trouver les problèmes aux plus grands problèmes économiques du pays ou mettre un terme à la criminalité et la porter au plus beau pas.
au plus beau taux, au plus bas taux, mais ces personnes-là jamais ne se lèveront pour moi et jamais ne m'applaudiraient malgré ces grandes réussites, peu importe ce que je fais. Ça fait 5 fois que je viens ici. C'est très triste. Et ça ne devrait pas être comme ça. Donc ces démocrates devant moi, je vous demande pour ce soir, pour une fois, pourquoi pas vous joindre avec nous pour célébrer toutes ces victoires pour les États-Unis, pour le bien de notre nation. Travaillons ensemble et ensemble rendons sa grandeur à l'Amérique. Chaque jour, mon administration se bat pour mettre en place les changements nécessaires pour amener l'avenir que l'Amérique mérite. C'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous pouvons rêver et agir avec courage. Depuis que je suis président, j'ai mis en place un gel des recrutements au niveau fédéral, au niveau des réglementations et de l'aide internationale. J'ai mis un terme à l'arnaque verte, comme je l'appelle. Je me suis retiré de l'accord de Paris qui était injuste et nous coûtait des milliers de milliards de dollars, alors que les autres pays, eux, ne payent pas. Je me suis retiré de l'agence corrompue qu'est l'OMS. Et je me suis également retiré du Conseil des droits humains des Nations Unies qui était anti-américain. Nous avons mis un terme à toutes les restrictions environnementales de Biden qui faisaient que notre pays n'était pas en sécurité et tout simplement pas abordable. Et puis nous avons mis un terme au mandat sur les véhicules électriques de l'administration précédente qui était complètement faux, et ainsi j'ai sauvé nos entreprises d'une destruction économique certaine. Afin de libérer notre économie, j'ai décidé que pour chaque nouvelle réglementation, 10 anciennes réglementations devaient être supprimées, comme je l'avais fait dans mon premier mandat, qui était un grand succès. Pendant ce premier mandat, nous avions déjà établi des records d'abolition de réglementations inutiles, à plus haut niveau que n'importe quel autre président. Nous avons demandé à tous les agents fédéraux de retourner au bureau. Soit ils vont au bureau en personne, soit ils perdaient leur emploi. Nous avons mis à fin de l'instrumentalisation du gouvernement. Par exemple, un président ne devrait pas pouvoir s'attaquer politiquement à ses opposants, des opposants tels que moi. Bon, ça n'a pas très bien fonctionné, hein. Pas super. J'ai également mis un terme à la censure du gouvernement et j'ai rétabli la liberté d'expression aux États-Unis. Il y a 2 jours, j'ai signé un décret faisant de l'anglais la seule langue officielle des États-Unis d'Amérique. J'ai rebaptisé le golfe du Mexique le golfe d'Amérique.
Et j'ai également rebaptisé, du nom d'un grand président, William McKinley, le mont McKinley, à nouveau, dans la belle Alaska. J'aime beaucoup l'Alaska. Nous avons mis fin à la tyrannie de la diversité, de l'équité, de l'inclusion, toutes ces politiques à travers tout le gouvernement fédéral et même dans le secteur privé et dans l'armée. Notre pays ne sera plus jamais woke. Que vous soyez docteur, comptable, avocat ou contrôleur aérien, vous devriez être recruté et avoir des promotions selon vos compétences et non pas votre race ou votre genre. Il faut recruter sur le mérite. Et la Cour suprême, dans une décision très courageuse et très importante, nous a permis de faire cela. Merci à vous. Nous avons retiré le poison de la théorie raciale de nos écoles publiques et j'ai signé un décret qui officialise la politique du gouvernement américain, faisant qu'il n'y a que 2 genres, hommes et femmes. J'ai également signé un décret interdisant aux hommes de participer au sport féminin. Il y a 3 ans, Peyton McNabb était une star du sport au lycée, une des meilleures. Elle se prépare à une grande carrière à l'université. Mais lorsqu'une de ses matchs de volley a été envahi par un homme, il a smatché le ballon tellement fort contre son visage, il l'a blessé. Il l'a paralysé partiellement, mettant un terme à sa carrière sportive. C'était un coup d'une force qu'elle n'avait jamais vue. Elle est avec nous aujourd'hui, ce soir. Peyton, à partir d'aujourd'hui, les hommes vont être chassés des équipes de sport féminines, sinon ces écoles perdront leurs financements fédéraux. Et si vous voulez voir des chiffres, il n'y a qu'à regarder ce qui se passait dans le boxe, l'athlétisme et la nage et d'autres sports où notamment un homme a gagné une course en 5 heures et 14 minutes en avance sur la femme suivante. 5 heures. Il a battu le record. Donc ce n'est pas bon pour les femmes, ce n'est pas bon pour notre pays. Nous n'allons plus accepter cela. Ce que je viens de vous décrire, ce n'est qu'une infime fraction de cette révolution du bon sens qui, grâce à nous, est en train de prendre l'Amérique dans son ensemble. Le bon sens est de retour et jamais nous ne ferons marche arrière. Plus jamais. Parmi mes priorités les plus importantes, je veux sauver notre économie avec une aide immédiate pour les familles ouvrières. Nous avons hérité de l'administration précédente une véritable catastrophe économique et un cauchemar inflationniste.
leurs politiques ont fait augmenter les prix de l'énergie, des prix des denrées alimentaires et ont fait que les choses dont les Américains ont besoin ne sont plus abordables. Nous n'avions jamais vécu ça. Nous avons traversé la pire période d'inflation en 48 ans, mais peut-être même de toute l'histoire de notre pays. Je ne sais pas. En tant que président, je me bats au quotidien pour corriger ces erreurs et faire que l'Amérique soit à nouveau abordable. Joe Biden a notamment fait que les œufs sont devenus tout simplement hors de prix. Le prix des œufs est complètement hors de contrôle. Et nous travaillons dur pour le faire baisser. Le secrétaire fait du très bon travail avec ça. On a vraiment hérité d'une catastrophe de l'administration précédente et nous faisons de l'excellent travail. Nous, dans notre lutte contre l'inflation, nous cherchons à réduire rapidement le coût de l'énergie. L'administration précédente avait baissé le nombre d'ouvertures d'exploitations pétrolières de 95%, avait ralenti la construction d'oléoducs et avait fermé une centaine de centrales que nous sommes en train de réouvrir en ce moment même. Honnêtement, nous n'avions jamais vu quelque chose comme ça. Voilà pourquoi, dès que je suis devenu président, j'ai déclaré une urgence nationale énergétique. Comme vous m'avez entendu le dire, dans nos entreprises, nous avons plus d'or liquide sous nos pieds que tout autre pays du monde, et ce de loin. Et donc, aujourd'hui, j'autorise l'équipe la plus talentueuse jamais assemblée d'aller la chercher. C'est notre slogan « Fort, chérie, fort ». Mon administration est aussi en train de travailler sur un pipeline gigantesque en Alaska. Le Japon, la Corée du Sud et d'autres pays veulent nous rejoindre et investir des milliers de milliards de dollars chacun. Ça sera un projet spectaculaire. Le permis a déjà été autorisé et puis nous allons aussi développer l'extraction de minerais critiques et de terres rares ici aux États-Unis. Pour continuer à lutter contre l'inflation, nous allons faire baisser le prix de l'énergie, mais nous allons aussi arrêter le gaspillage de l'argent des contribuables. C'est pourquoi j'ai créé le nouveau département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE. Peut-être en avez-vous entendu parler. Qui est dirigé par Elon Musk, qui est parmi nous ce soir. Merci Elon, il travaille énormément, il n'avait pas besoin de ce poste-là, donc merci beaucoup à lui, on est très reconnaissants. Même les gens de ce côté-ci, ils veulent juste ne pas l'admettre. Écoutez un peu le gaspillage auquel nous avons déjà mis un terme. 22 milliards de dollars de HHS pour des voitures et des maisons gratuites pour les sans-papiers. 45 milliards pour la diversité et l'égalité en Birmanie. 40 milliards de dollars pour l'inclusion des migrants sédentaires. Personne ne sait même ce que c'est.
8 milliards de dollars pour faire la promotion des personnes LGBTQ+, au Lesotho, un pays dont personne n'a jamais entendu parler. 16 milliards de dollars pour les personnes autochtones en Amérique centrale. 8 milliards pour que les souris changent de genre. Tout ça est vrai. 32 milliards de dollars pour une opération de propagande de la gauche en Moldavie. 10 millions pour des programmes de circoncision au Mozambique. 20 millions pour une émission de télé pour enfants au Moyen-Orient. 1,9 milliard de dollars pour créer un comité à la décarbonisation qui est dirigé par, et on sait que d'ailleurs elle est impliquée dans cette affaire, dirigé par Stacey Abraham. Avez-vous déjà entendu parler de cette femme? 3,5 milliards de consulting pour un suivi des populations de poissons. Plusieurs millions pour améliorer la confiance des électeurs en Afrique, 59 milliards pour payer des chambres d'hôtel aux sans-papiers à New York. C'est un promoteur immobilier, il s'en est très bien tiré. 250 millions de dollars pour l'innovation et le climat en Zambie, 42 millions pour des changements sociaux et comportementaux en Ouganda, 42 millions pour la Serbie, 41 millions pour améliorer l'éducation en Asie. L'Asie, niveau apprentissage éducation, s'en tire très bien. Ils n'ont pas besoin de nous. 101 millions pour des contrats diversité et inclusion au département de l'éducation. On n'a jamais dépensé autant. Toutes ces fraudes-là, sous mon administration, vont disparaître. On en a identifié bien d'autres. Et on a un groupe de personnes très intelligentes, souvent jeunes, dirigées par Elon. On est reconnaissant de tout ce travail qui a été abattu, puisque c'est des centaines de milliards de dollars qui ont été identifiés. Et nous avons récupéré ces fonds-là et on va s'en servir pour lutter contre l'inflation et bien d'autres choses. Ceci n'est que le début. Le gouvernement fédéral a estimé qu'il y avait une fraude estimée à 500 milliards de dollars par an et nous sommes en train d'œuvrer pour mettre un terme à cela. On est aussi en train d'identifier tous les cas d'incompétence et toutes les fraudes au programme d'aide sociale, des programmes qui sont si utiles pour nos citoyens âgés. On a 4,7 millions de personnes qui nous disent qu'elles ont entre 100 et 109 ans et qui touchent des aides. On nous dit qu'il y a 3,6 millions de personnes qui ont entre 110 et 119 ans. Moi, je connais des personnes plutôt âgées, mais pas aussi âgées que ça. 3,4 millions de personnes qui ont entre 120 et 129 ans. 3,9 millions de personnes qui ont entre 130 et 139 ans. 3,5 millions de personnes qui ont entre 140 et 149 ans. Et toutes ces personnes reçoivent des aides et on est en train de faire des recherches. D'ailleurs, Pam, bonne chance pour tout ce travail. Je sais que vous allez trouver
les bonnes solutions, mais on verse des aides à des personnes même après leur mort. Et cela fait beaucoup de mal à notre système de sécurité sociale. On a 1,3 million de personnes qui ont entre 150 et 159 ans apparemment. Et selon les chiffres de la sécurité sociale, on a 130 000 personnes qui ont plus de 160 ans. Nous avons un pays qui est en meilleure santé que ce que j'imaginais, Bobby. Et on a 1039 personnes qui ont entre 220 et 229 ans, une personne qui a entre 240 et 249 ans et une personne qui est listée comme ayant 360 ans. Plus de 100 ans de plus que notre propre pays. On va donc identifier où va cet argent et on va lutter contre la fraude, contre le vol qui est fait. Et on pourra faire baisser le prix des voitures, le prix des denrées alimentaires et permettre aux familles américaines de retrouver un peu de pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, les taux d'intérêt ont baissé. Et dans un avenir proche, j'aimerais que l'on fasse ce qui n'a pas été fait depuis 24 ans, à savoir équilibrer le budget fédéral. Avec cet objectif en tête, nous avons élaboré ce que l'on appelle la Gold Card, qui va bientôt être mise en vente. Pour 5 millions de dollars, on permettra aux créateurs d'emplois de venir ici aux États-Unis. C'est un peu comme la Green Card, mais en mieux, en plus sophistiqué. Et ces personnes vont devoir ensuite payer des impôts dans leur pays, pas dans leur pays d'origine. Ils vont créer énormément d'emplois et ils vont aussi faire travailler nos diplômés qui ainsi travailleront aux États-Unis plutôt que de partir à l'étranger. Donc ces personnes-là vont rester de sorte à contribuer au succès des États-Unis. On se débarrasse des criminels, des prédateurs, des pédophiles. On ferme nos frontières à toutes ces personnes que les démocrates, l'administration Biden a laissé entrer. Vos politiques complètement folles à la frontière ont détruit notre pays. Nous, on va mettre un terme à ça et on va faire venir des gens brillants qui vont créer énormément d'emplois et qui vont nous permettre de gagner beaucoup d'argent et de faire baisser notre dette. Les Américains nous ont confié un mandat afin de changer notre pays. Depuis plus de 100 ans, la bureaucratie fédérale s'est développée et elle a ralenti notre potentiel de développement et a enfreint notre liberté. Notre nation a été fondée par des pionniers, par des gens qui ont pris des risques et aujourd'hui nous sommes noyés dans des pages et des pages de réglementation et il y a des approbations qui devraient se faire en 10 jours, qui prennent 10, 15, 20 ans et tout ça pour avoir un rejet à la fin. Et on a des centaines de milliers d'agents fédéraux qui n'ont pas pointé au boulot et nous allons restaurer la démocratie aux États-Unis d'Amérique.
Et tout agent fédéral qui résiste ces changements-là sera démis de ses fonctions. Nous sommes en train d'assécher le marécage et l'époque où les bureaucrates non élus font la loi sont maintenant derrière nous. Et la prochaine phase de notre plan pour bâtir la plus grande économie dans l'histoire du monde, c'est de faire baisser les impôts de tout le monde. Ces baisses d'impôts sont prêtes, il n'y a plus qu'à les voter. Et je pense que les personnes à ma droite, ici, les démocrates, vont voter pour ces baisses d'impôts. Sans ça, je pense que plus personne ne vous fera confiance. Donc je vous donne ce conseil, votez en faveur de ces baisses d'impôts. En tout cas, je sais que les républicains, eux, vont voter pour ces baisses d'impôts. Merci, c'est une partie importante de notre programme et au cours de notre premier mandat, cela s'est très bien passé. Il y aura des baisses d'impôts sur le revenu et cela aidera les Américains, notamment ceux qui ont été frappés par l'inflation. Et il n'y aura pas d'impôts sur les pourboires, pas d'impôts sur les retraites pour nos seniors et pas d'impôt sur les heures supplémentaires. Et je voudrais aussi que les remboursements d'intérêts sur les voitures soient déductibles des impôts, mais seulement si les voitures sont fabriquées aux États-Unis. Et notre secteur automobile va se développer. On a déjà des usines qui s'installent partout, des accords qui sont signés partout. Ça, c'est le résultat de notre victoire à l'élection et des tarifs douaniers, ce mot que j'apprécie tant. Tout cela va aider notre secteur automobile à se développer. J'ai échangé avec les trois grands dirigeants du secteur. Et déjà, on a beaucoup de constructeurs automobiles qui nous disent qu'ils vont construire des grandes usines aux États-Unis. On a Honda qui va ouvrir une usine dans l'Indiana, une des plus grandes usines automobiles au monde. Et tout cela découle de notre victoire du 5 novembre, une date qui sera historique, j'en suis certain, dans la grande histoire des États-Unis. En plus de ces baisses d'impôts, on veut aussi baisser les impôts de production aux États-Unis et nous allons faire en sorte que ce soit rétroactif à la date du 20 janvier 2025 et nos baisses d'impôts ont d'ailleurs très bien fonctionné pour cette raison-là pendant notre premier mandat et nous a permis de bâtir la plus belle économie au monde. On a eu un excellent premier mandat. Si vous ne fabriquez pas vos produits aux États-Unis, il faudra payer des droits de douane et parfois des droits de douane très importants. D'autres pays se sont servis des tarifs douaniers contre nous. C'est maintenant à notre tour de nous servir des tarifs douaniers contre ces pays. Je pense à l'Union européenne, la Chine, le Brésil, l'Inde, le Mexique, le Canada. Vous avez entendu parler de ces pays-là et bien d'autres pays encore qui nous font payer des tarifs douaniers extrêmement élevés, beaucoup plus que ce que nous, on impose. C'est très injuste. L'Inde, pour les automobiles, nous fait payer plus de 100% de tarifs douaniers. En Chine, en moyenne, on paye 2 fois plus de tarifs douaniers qu'on en reçoit. Et en Corée du Sud, c'est 4 fois plus.
que ce que nous on impose. Imaginez ça, 4 fois plus. Et pourtant, on aide tant la Corée du Sud militairement et d'autres manières encore. Donc nos amis, nos ennemis nous imposent des tarifs douaniers. Le système n'est pas équitable. Et donc, dès le 2 avril, je voulais que ce soit le 1er avril, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas qu'on m'accuse de faire un poisson d'avril. Alors, ça fait une journée de plus, ça va nous coûter beaucoup d'argent, mais tant pis, on le fera le 2 avril. Je suis un homme superstitieux. Le 2 avril, on aura donc des tarifs douaniers réciproques. Donc, peu importe le tarif douanier qu'on nous applique, nous, on appliquera le même, en miroir. S'il y aura... S'ils mettent en place des barrières tarifaires non monétaires pour nous évincer de leur marché, alors nous mettrons en place des obstacles non monétaires également pour fermer notre marché. Il y a beaucoup de ça aussi. Ils ne nous laissent même pas aller sur leur marché. Il y a des milliers de milliards de dollars que nous allons pouvoir récupérer pour créer des emplois. Je l'ai fait avec la Chine, avec d'autres. L'administration Biden n'a rien pu y faire parce qu'il y avait tellement d'argent qu'il ne pouvait rien faire. On nous arnaque depuis des décennies, dans tous les pays quasiment du monde entier, et nous n'allons pas laisser ça perdurer. Alors, beaucoup de paroles ont fusé ces derniers mois sur le Mexique et le Canada, mais notre déficit commercial est très important avec ces deux pays. Et puis surtout, ils laissent le fentanyl arriver dans notre pays à des niveaux sans précédent, ce qui tue des centaines de milliers de nos citoyens, dont des jeunes personnes, des belles personnes. Ça détruit des familles, c'est tout simplement sans précédent. Nous recevons des subventions de centaines de millions de dollars. Nous payons en fait des subventions au Canada, au Mexique, des centaines de milliards de dollars. Les États-Unis ne paieront plus de subventions à ces pays, plus maintenant. Grâce à notre politique l'Amérique d'abord que nous sommes en train de mettre en œuvre, nous allons récupérer avec 7 milliards de dollars, et ce en quelques semaines, avec l'élection et nos politiques économiques, avec notamment la SoftBank, une entreprise incroyable qui a annoncé 200 milliards d'investissements. OpenAI et Oracle, Larry Ellison, ont annoncé des investissements de 500 milliards. Ils n'auraient pas fait ça si Kamala avait gagné. Apple a annoncé 500 milliards d'investissements. Tim Cook m'a dit ouais, je dépense le plus rapidement possible, ça sera même plus que ça. Ils vont construire leurs usines ici aux États-Unis plutôt qu'en Chine. Et rien qu'hier, Taiwan Semiconductor, plus grande entreprise du monde de fabrication de semi-conducteurs, qui a une part de marché immense, 97%, a annoncé un investissement de 165 milliards pour la construction des puces les plus puissantes du monde ici aux États-Unis. Et nous ne leur donnons aucun argent. Votre loi sur les processeurs est terrible. On donne des milliards de dollars et ça ne mène à rien. Ils prennent notre argent et puis ils ne dépensent pas. En fait, nous, maintenant, on ne leur donne plus d'argent. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était de ne pas payer les droits de douane pour pouvoir venir ici, et toutes ces autres entreprises aussi. On n'a pas besoin de leur donner de l'argent. Nous sommes là pour protéger nos entreprises, nos concitoyens, et ils vont venir parce qu'ils n'ont pas besoin de payer de droits de douane s'ils construisent directement aux États-Unis. Donc voilà, on va pouvoir se débarrasser de cette loi sur les processeurs et tout ce qui reste de celle-ci. On va s'en servir notamment pour réduire la diète. Notre nouvelle politique commerciale sera également bonne pour les agriculteurs américains. J'aime beaucoup les agriculteurs. Nous allons
désormais vendre sur notre propre marché parce que personne ne va pouvoir vous concurrencer. Parce que c'est un produit qui arrive d'autres entreprises, d'autres pays. Ça les met vraiment dans une très mauvaise position. Ces produits ne sont même pas inspectés, ils sont parfois très sales, ils sont dégoûtants et ils arrivent dans notre pays, ils se déversent dans le pays et ils font beaucoup de mal à nos agriculteurs. Les droits de douane vont s'appliquer donc aux produits agricoles qui arrivent aux États-Unis. Pour nos agriculteurs, à partir du 2 avril, il y aura peut-être une petite période d'ajustement. On a eu ça par le passé quand j'ai fait l'accord avec la Chine, 500 milliards d'achats et je leur ai dit, attendez, soyez patients. Ils ont été patients. Donc, il va falloir sûrement être un peu patient encore cette fois. Mais déjà, c'était bien, ça sera encore mieux. Le problème, c'est que Biden, il n'a pas appliqué derrière 50 milliards d'achats et ça se passait très bien, mais Biden ne l'a pas appliqué. Ça fait beaucoup de mal à nos agriculteurs. Et nos agriculteurs, ils vont s'éclater maintenant. Nos agriculteurs vont beaucoup s'amuser. Amusez-vous, je vous aime. J'ai également imposé un droit de douane de 25% sur l'aluminium, le cuivre et l'acier, parce que, par exemple, l'acier, on n'a pas, sans acier, on n'aura pas d'armée et on n'aura pas de pays pendant très longtemps. Nous avons ici avec nous aujourd'hui un ouvrier du secteur de l'acier qui nous vient d'Alabama, Jeff Denard, qui travaille dans la même usine d'acier depuis 27 ans. C'est un emploi qui lui a permis d'être le capitaine de sa caserne de pompiers, d'élever 7 enfants avec sa très belle femme Nicole et sur ces années d'accueillir plus de 40 enfants. Merci. Merci, Jeff. Des histoires comme celle de Jeff nous rappellent que ces droits de douane, ce n'est pas qu'une question de protection des emplois américains, c'est une question de protection de l'âme même de notre pays. Ces droits de douane, ils doivent rendre sa richesse à l'Amérique, sa grandeur à l'Amérique, c'est en cours et ça va se faire assez vite. Il y aura quelques perturbations, mais on est prêt à accepter ça, ce ne sera pas grand-chose. Non. Et regardez dans quelle situation nos amis Biden, la pire. Jeff, merci beaucoup. J'aimerais également signaler une autre personne qui s'est dédiée à l'accueil d'enfants et qui s'est mis au service de la communauté, notre magnifique première dame des États-Unis. Les efforts de Melania ont apporté de grands résultats, préparant ainsi les leaders de demain alors qu'ils arrivent sur le marché du travail. Elle a à ses côtés deux jeunes femmes très impressionnantes, Ellie Ferguson, qui a bénéficié de l'initiative de la Première Dame pour l'avenir et devrait finir ses études bientôt et devenir une enseignante. Alliston Berry, victime d'une image produite en deepfake par un camarade. Elle vient d'aider le Sénat à adopter une loi sur la suppression de ces contenus en ligne. C'est très important. Merci beaucoup à elle deux. Mettez-vous debout. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et merci à John Thune et au Sénat. Un excellent travail pour la pénalisation de la publication de ces contenus en ligne. C'est vraiment terrible. Une fois que cette loi sera adoptée, j'aurai très hâte de signer ce projet de loi pour qu'il entre en vigueur. Merci. Et puis,
Je vais m'en servir pour moi-même aussi, si vous me le permettez. Il y a vraiment personne qui est traité pire que moi sur Internet. C'est fantastique. Merci au Sénat. Et si nous voulons protéger les enfants d'Amérique, il n'y a rien de plus important que la sécurisation de nos frontières. Ces 4 dernières années, 21 millions de personnes sont arrivées aux États-Unis, dont la plupart sont des assassins, des trafiquants de drogue, des membres de gangs qui arrivent dans nos villes et à travers le monde entier à cause des politiques irresponsables aux frontières de Joe Biden. Mais ces immigrants qui sont arrivés dans notre pays, nous sommes en train de les renvoyer rapidement. Et je veux remercier Tom Homan et Christian. Merci, Paul, des gardes-frontières. Merci beaucoup. Ils ont fait vraiment de l'excellent travail. Les gardes-frontières, nos forces de l'ordre, de façon générale, font de l'excellent travail. Il faut prendre soin d'eux. C'est important. L'année dernière, un étudiant de 22 ans qui s'appelle Reagan Riley, étudiant en infirmerie, était sur le campus de l'Université de Georgia. Et ce matin, Laken a été attaqué et frappé et assassiné de manière terrible. Laken nous a été ôté par un immigrant illégal, un membre de gang qui a été arrêté par la suite alors qu'il venait de traverser la frontière ouverte de Joe Biden et qu'il avait été relâché ensuite aux États-Unis à cause des politiques catastrophiques de cette administration terrible. Ensuite, il avait été arrêté à nouveau et relâché dans une ville sanctuaire démocrate catastrophique avant de prendre la vie de ce petit ange. De Laken, nous avons sa maman et sa sœur avec nous ici aujourd'hui. L'année dernière, j'avais dit aux parents de Laken qui étaient dans le deuil que nous nous assurerions que leur fille ne serait pas morte en vain. Voilà pourquoi la première loi que j'ai signée en tant que 47e président ordonne la détention de tous ces immigrants illégaux qui menacent la sécurité publique. C'est une loi très importante et très forte. Elle s'appelle la loi Laken-Riley. Alison, Lauren, l'Amérique n'oubliera jamais Laken Hope Riley, votre fille. Merci beaucoup. Depuis que je suis président, mon administration a lancé une opération sans précédent à notre frontière et nous sommes rapidement arrivés au nombre le plus bas de traversées illégales de la frontière de toute l'histoire. Merci. Les médias et nos amis du Parti démocrate n'ont pas arrêté de nous dire qu'on a besoin de nouvelles lois, qu'il faut passer des lois pour sécuriser la frontière. Mais finalement, tout ce dont on avait besoin, c'était un nouveau président.
Merci. Joe Biden non seulement a ouvert nos frontières, mais en plus il a mis des immigrants illégaux dans des avions pour venir envahir nos écoles et nos hôpitaux à travers tout le pays. Des villes en complète Aurora, Colorado, Springfield ont plié sous le poids de cette occupation et de la corruption des immigrants. C'est sans précédent, ces magnifiques villes détruites. Et donc, comme je l'ai promis dans mon discours d'inauguration, nous sommes en train de lancer la grande libération de l'Amérique. Mais il y a encore beaucoup à faire. Ce soir, elle présente une femme que j'ai rencontrée, Alexis Nungari de Houston, une femme incroyable. L'année dernière, sa fille de 12 ans, Jocelyn, s'est rendue dans un magasin et a été kidnappée, attachée et harcelée sous un pont jusqu'à ce qu'elle soit assassinée. Et ce sont 2 immigrants illégaux du Venezuela qui ont été arrêtés. Et c'est la dernière administration qui les avait relâchés aux États-Unis à cause de leur politique de frontières ouvertes. La mort de cette très jolie fille de 12 ans, l'agonie de sa mère, de sa famille ont beaucoup ému notre nation. Alexis, je vous ai promis que nous n'oublierions pas votre fille. Et plutôt aujourd'hui, j'ai signé un décret tenant ainsi ma promesse. Ce que j'ai appris sur Jocelyn, c'est qu'elle aimait beaucoup les animaux et la nature. Et, dans la baie de Galveston, où elle vivait, et à Houston, il y a aujourd'hui un refuge de vie sauvage de 34 000 acres, un sanctuaire pour les créatures que Dieu crée. Juste aux abords du Golfe d'Amérique. Alexis, à l'instant, j'ai rebaptisé ce refuge et cette réserve du nom de votre très belle fille. Donc, Monsieur le Président de la Chambre, merci du Sénat, merci de me donner ces décrets. Merci beaucoup. Ces 3 personnes complètement sauvages qui sont accusées du meurtre de Jocelyn étaient membres d'un gang de prison au Venezuela, le gang le plus dur du monde, les Iroquois. Il y a 2 semaines, j'ai fait de ce gang ainsi que du MS-13 et des cartels de drogue mexicains, des organisations terroristes étrangères. Maintenant, elles sont dans la même catégorie que l'État islamique, donc ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux. Des milliers de ces terroristes ont été accueillis à bras ouverts aux États-Unis par l'administration Biden. Mais maintenant, chacun d'entre eux va être rassemblé et expulsé du territoire de force. Et même s'ils sont trop dangereux, ils seront mis en prison et seront poursuivis pénalement, car nous ne voulons pas qu'ils reviennent. Avec nous ce soir, nous avons un battant sur la ligne de front de cette bataille, responsable des gardes-frontières, Roberto Ortiz.
En janvier, Roberto et un autre agent de frontière faisaient leur patrouille sur le long du Rio Grande, près de Cartel Island, l'île Cartel, ce n'est pas beaucoup ce nom-là, lorsque des hommes armés ont commencé à leur tirer dessus. Roberto s'est rendu compte que son partenaire était à la merci de ces balles et il a permis, il a couvert de son feu son collègue pour qu'il puisse se mettre en sécurité de justesse. Et voilà, on m'a raconté cet événement, c'était terrible et donc nous vous saluons, Monsieur Ortiz, pour votre grand courage et pour ce courage, nous vous rendons hommage et nous le ferons toujours. Merci beaucoup, Roberto. Merci, Roberto. Et d'ailleurs, je l'ai rencontré et j'ai pu échanger à nombreuses reprises lorsque je passe des appels à la frontière. C'est un grand monsieur. Le territoire au sud de notre frontière est aujourd'hui dominé par des cartels criminels qui assassinent, violent, torturent et ont un contrôle total sur un pays entier, ce qui représente une menace terrible pour notre sécurité nationale. Les cartels font la guerre en Amérique et il est temps que l'Amérique entre en guerre contre eux. Il y a 5 jours, les autorités mexicaines, à cause de nos nouveaux droits de douane que nous leur appliquons, nous ont rendu 21 des leaders les plus importants des cartels de leur pays. Ça ne s'était jamais passé. Voilà, ils veulent vraiment qu'on soit content. C'est la première fois. Mais il faut que le Mexique et que le Canada fassent beaucoup plus que ce qu'ils ont fait à date. Il faut que l'on arrête l'arrivée de fentanyl aux États-Unis. J'ai demandé au Congrès de faire une demande de financement et de préparer un plan pour atténuer et éliminer cette menace, pour protéger notre pays. Cela passe aussi par une déportation massive plus grande que ce qu'on a vu sous Eisenhower, un homme modéré, mais quelqu'un qui croyait dur comme fer en nos frontières. Ce financement doit être débloqué au plus vite pour que je puisse signer la loi. Donc, Monsieur le Président de la Chambre, John Thune, j'espère que vous serez capable de faire tout ça rapidement. Monsieur le Président, Monsieur le Leader, j'espère qu'on pourra faire ça vite, plus vite que ce que quiconque imagine. Nous allons retrouver notre souveraineté et faire régner l'ordre dans nos villes. Ces dernières années, notre système de justice a été utilisé par des fous de la gauche. Il y a beaucoup de juridictions qui se sont servies de la loi pour libérer des criminels, des récidivistes, et puis pour poursuivre des adversaires politiques comme moi. Mon administration a décidé d'agir vite afin que la justice soit à nouveau équitable, qu'elle suive l'état de droit, et on a commencé par le FBI et par le département de la justice, Pam et Cash. Donc bon courage à vous deux. C'est extrêmement important et ils vont faire du très bon travail. Cash, merci beaucoup.
Ils ont déjà commencé, pied au plancher, et on sera très fiers d'eux bientôt. Nos officiers de police auront à nouveau la protection et le respect qu'ils méritent parce que leur travail est très difficile, très dangereux, mais on va le rendre moins dangereux. Le problème, évidemment, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui ne respectent pas la loi, mais qui bientôt vont le faire. Je pense aussi à nos pompiers, hommes et femmes, dans le pays qui font un travail remarquable et des gens qui ont voté pour moi en très grand nombre. Il y a un an, un officier, John Deller, un officier de police à New York, un homme incroyable, un grand agent de police, a été assassiné à un carrefour à Long Island. J'étais à ses funérailles. Le criminel avait été arrêté 21 fois pour des affaires de violence. La personne à côté de lui avait été arrêtée 14 fois et s'appelait littéralement Killer, un tueur. J'étais aux funérailles de l'agent Dealer et j'ai rencontré sa femme et son fils Ryan d'un an. C'était extrêmement touchant. Sa veuve s'appelle Stéphanie et elle est ici ce soir. Stéphanie, on va veiller à ce que Ryan sache que son père était un héros de New York, et nous allons faire en sorte que tous ces assassins ne soient plus dans nos rues, ne soient plus en liberté. On a des personnes qui ont été arrêtées 28 fois et qui pourtant continuent d'attaquer les gens dans le métro, de les attaquer avec des battes de baseball. J'ai déjà signé un décret pour que la peine de mort soit appliquée pour toute personne qui tue un agent des forces de l'ordre. Et je veux aussi qu'il y ait une nouvelle loi sur les récidivistes, une loi beaucoup plus stricte, une loi aussi qui protège les agents de police pour que les policiers puissent faire leur travail sans avoir peur qu'on leur ôte la vie. Ce soir, nous avons aussi parmi nous un jeune homme qui aime la police. Il s'appelle DJ Daniel, il a 13 ans et il a toujours rêvé de devenir un agent de police. Mais en 2018, DJ a été diagnostiqué avec un cancer. Les médecins disaient qu'il n'avait que 5 mois à vivre. C'était il y a maintenant plus de 6 ans.
Depuis lors, DJ et son père veulent faire de son rêve une réalité et DJ est devenu un agent de police honorifique et les forces de l'ordre l'adorent. Et ce soir, DJ, nous allons te mettre à l'honneur et tu vas avoir Sean Caron, notre directeur des agents secrets, qui va faire de toi un agent des services secrets américains. Merci beaucoup, DJ. Les médecins de DJ pensent que son cancer vient d'une exposition à un produit chimique lorsqu'il était plus jeune. Depuis 1965, les taux de cancer chez les jeunes ont augmenté de plus de 40%. Inverser cette tendance, voilà une des priorités de notre nouvelle commission présidentielle dirigée par notre nouveau secrétaire de la Santé, Robert F. Kennedy Jr. Avec ce nom Kennedy, je pensais que les démocrates allaient applaudir, mais ils ont manifestement la mémoire courte. Notre objectif, c'est de retirer toutes les toxines de notre environnement, enlever tous les poisons qui sont dans nos aliments pour que nos enfants soient en bonne santé. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, et ces chiffres sont incroyables, un enfant sur 10 000 souffrait d'autisme et maintenant c'est un enfant sur 36. Il y a un problème quand on voit ces chiffres-là. Donc on va identifier quel est le problème et c'est Bobby et toutes ses équipes qui vont trouver la solution. Vous êtes entouré des meilleures personnes pour comprendre toute l'étendue de ce problème et y trouver une solution. Mon administration travaille aussi pour protéger les enfants des idéologies toxiques à l'école. Il y a quelques années, Little John a découvert avec son épouse que leur petite fille de 13 ans avait été en secret obligée de changer de genre. On avait encouragé cette petite fille à utiliser un nouveau nom, un nouveau pronom, le pronom IL, et tout ça sans le dire à sa mère, Janui, qui est ici ce soir et qui nous aide à lutter contre ce genre de dérive dont les premières victimes sont les enfants. Des histoires comme celle-ci sont nombreuses, c'est pourquoi j'ai signé un décret présidentiel pour qu'on arrête d'endoctriner nos enfants à l'école avec toute cette idéologie transgenre. J'ai aussi signé un décret présidentiel pour qu'il n'y ait plus de financement accordé aux institutions qui mutilent génitalement nos jeunes. Et je veux que le Congrès
interdisent une bonne fois pour toutes le changement de sexe des enfants et arrêter avec ce mensonge que l'on est enfermé dans le mauvais corps, parce que tout ça n'est que mensonge. Et notre message à tous les enfants des États-Unis d'Amérique, c'est que vous êtes parfaits dans la manière dont Dieu vous a fait. On est en train d'éliminer cette idéologie woke de nos écoles, de notre armée et de notre société. On ne veut pas de cette idéologie. L'idéologie woke n'est pas bonne et elle a disparu et on se sent beaucoup mieux maintenant. Dans l'armée, il n'y aura plus de militants, plus d'idéologues. Il y aura juste des combattants, des gens qui se battent pour notre pays sous les ordres de notre secrétaire à la Défense. Et c'est quelqu'un qui ne croit pas du tout dans toutes ces idées woke, je le connais très bien. Et j'ai le plaisir de vous dire que l'armée américaine, en janvier, a connu son plus haut niveau de recrutement mensuel. Et d'ailleurs, les chiffres du recrutement sont les meilleurs que nous ayons connus. Vous savez, il y a quelques mois, les résultats, les chiffres étaient complètement inversés. C'était impossible de recruter qui que ce soit dans l'armée. Et maintenant, on voit que les recrutements sont au plus haut. C'est un virage à 180 degrés qui a été opéré. Les gens, à nouveau, aiment notre pays et ils aiment rejoindre notre armée. Donc merci beaucoup et félicitations. Ce soir, il y a Jason Hartley qui est avec nous et qui connaît le poids du devoir puisque son père, son grand-père, son arrière-grand-père ont tous été dans l'armée américaine. Le père de Jason est tragiquement mort. C'est aussi un député du shérif de Los Angeles et il veut poursuivre dans la droite lignée de sa famille. Il est aussi un grand sportif à l'université, un étudiant brillant avec d'excellents résultats. Et son rêve, c'est d'être à West Point, dans l'académie militaire des États-Unis. Et Jason, rejoindre West Point, c'est extrêmement difficile, mais j'ai le plaisir de te dire que ta candidature a été acceptée et tu vas bientôt rejoindre cette prestigieuse école. Merci Jason, tu seras un des grands officiers comme tes ancêtres. Nous sommes en train de bâtir la plus belle armée au monde et je vais demander au Congrès de financer un dôme de défense pour protéger notre nation avec des armes fabriquées aux États-Unis.
Ronald Reagan voulait le faire il y a longtemps, mais la technologie n'était pas au point, mais maintenant, elle l'est. Et il y a d'autres pays qui l'ont, je pense à Israël et d'autres, et les États-Unis devraient aussi l'avoir, n'est-ce pas, Tim? Donc merci beaucoup parce que c'est un sujet extrêmement important. Le monde dans lequel on vit est très dangereux. Il faut qu'on se protège, il faut qu'on protège nos concitoyens et on le fera. Pour développer notre base industrialo-militaire, on va aussi bâtir de nouveaux navires ici aux États-Unis, des navires militaires entre autres. Et c'est pourquoi ce soir, je veux vous annoncer que nous allons créer un nouveau bureau de la construction navale pour que ce secteur soit rapatrié aux États-Unis. On fabriquait énormément de bateaux et de navires, c'est plus le cas aujourd'hui, mais nous allons à nouveau en construire et cela aura un gros impact, notamment sur notre sécurité nationale. Et nous allons aussi à nouveau reprendre le contrôle du canal de Panama, et nous avons d'ailleurs déjà commencé. Et aujourd'hui, une grande entreprise américaine nous a dit qu'elle allait acheter les 2 ports sur le canal du Panama. Et il y a plein d'autres annonces à faire pour ce canal-là et pour d'autres. Ce canal-là, il a été fabriqué par et pour les Américains, pas pour d'autres ressortissants. D'autres pays peuvent s'en servir, mais sa construction a été bâtie par des Américains. On a 38 000 personnes qui sont mortes, 38 000 Américains qui sont morts à cause du paludisme, à cause des serpents, à cause des moustiques. Ils savaient très bien que c'était très risqué pour eux de travailler là. Et c'est le projet qui a été le plus coûteux dans l'histoire de notre pays. Ce canal de Panama, par l'administration Carter, il a été donné pour $1. Nous l'avions donné au Panama et c'est la Chine qui ensuite l'a racheté, mais nous allons maintenant en reprendre le contrôle. Et il y a Marco Rubio qui se charge de tout cela. Bonne chance à toi. Alors si jamais ça se passe mal, au moins on saura qui est le coupable. Non, je plaisante. Marco a été extraordinaire et il va faire du bon travail. Il a reçu 100 votes d'ailleurs. Il a été approuvé avec 99, mais le 100e vote, c'était ce monsieur. Donc on va dire que c'était 100 votes. Et je suis soit très heureux, soit très inquiet de cette situation. En tout cas, c'est un homme remarquable qui est respecté de la part de tout le monde. Merci beaucoup d'avoir voté pour Marco, parce qu'il va faire un travail remarquable. Et il le fait déjà d'ailleurs. Du très bon travail. J'ai également un message ce soir pour le peuple du Groenland. Nous soutenons votre droit à l'autodétermination. Et si vous le choisissez, vous serez les bienvenus aux États-Unis d'Amérique. Nous avons besoin du Groenland pour des questions de sécurité nationale et même de sécurité internationale. Nous travaillons avec toutes les parties pertinentes pour faire que ça se fasse. Nous en avons besoin pour la sécurité internationale et mondiale. Et je crois que d'une façon ou d'une autre, on va récupérer le Groenland. Nous allons vous protéger, vous rendre riches et ensemble, nous amènerons le Groenland à des hauteurs que vous n'auriez même pas imaginées par le passé. C'est une toute petite population, mais avec un territoire immense et très important pour des questions de sécurité militaire. L'Amérique, à nouveau, est forte face aux forces du terrorisme islamique radical. Il y a 3 ans et demi, les terroristes de l'État islamique ont tué 13 militaires américains et de nombreuses autres personnes dans l'attentat d'Abigate à cause de retrait incompétent de l'administration d'Afghanistan. C'est pas le fait
fait qu'ils se soient retirés, c'est la façon dont ils l'ont fait. C'était vraiment un épisode extrêmement embarrassant et honteux pour notre pays. Ce soir, j'ai le plaisir d'annoncer que nous avons arrêté le terroriste qui était responsable de cette atrocité et actuellement, il est en chemin pour subir la force de la justice américaine. Et j'aimerais tout particulièrement remercier le gouvernement du Pakistan pour nous avoir aidés à arrêter ce monstre. C'était un moment important pour ces 13 familles que je connais maintenant très bien, pour la plupart, dont les enfants ont été assassinés. Et toutes ces personnes qui ont été blessées, 42, des blessures graves ce jour-là en Afghanistan, qui était une journée terrible à cause de cette incompétence dont nous avons fait preuve. Et quand Poutine a vu ça, je pense qu'il s'est dit « Waouh, c'est mon opportunité. » Voilà, on l'a inspiré. Ça n'aurait jamais dû se produire. C'était une incompétence terrible. J'ai parlé aux parents et aux proches des victimes et nous les portons dans notre cœur ce soir. Je les ai eus au téléphone, un long appel. Tous m'ont appelé. Voilà, tout le monde était connecté et ils n'ont fait rien que pleurer des larmes de joie. Ils étaient heureux, bon, autant heureux qu'on peut l'être dans ces circonstances. Leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs fils, leurs filles ont été tués pour aucune bonne raison. Au Moyen-Orient, nous sommes en train de ramener nos otages de Gaza. Dans mon premier mandat, nous avions signé un accord historique de paix de la grandeur des accords d'Abraham. Et maintenant, nous allons construire sur ce fondement pour créer un avenir de paix et de prospérité pour la région de son ensemble. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Moyen-Orient. On en parle beaucoup récemment avec tout ce qui se passe avec l'Ukraine, la Russie. Il se passe beaucoup de choses au Moyen-Orient. C'est un quartier compliqué. Je travaille aussi à mettre fin au conflit terrible qui frappe l'Ukraine, avec des millions d'Ukrainiens et de Russes qui sont morts pour rien ou blessés dans ce conflit terrible qui n'a aucun sens et qui ne semble pas s'achever. Les États-Unis ont envoyé des centaines de milliards de dollars de soutien à la défense ukrainienne sans sécurité, sans aide. Est-ce que vous voulez continuer encore 5 ans? Oui, sûrement. Pocahontas nous dit que oui. Personnes meurent chaque semaine, plus que ça même. Des jeunes Russes, des jeunes Ukrainiens, pas des Américains. Mais je veux quand même que ça s'arrête. Dans ce temps-là, l'Europe passe son temps à acheter du gaz et du pétrole russe, plus d'argent pour ça que pour soutenir l'Ukraine. Vous vous rendez compte? Ils ont plus dépensé d'argent à acheter du gaz et du pétrole russe qu'à soutenir la défense ukrainienne. Nous, on a dépensé 350 milliards de dollars. C'est vraiment donner des bonbons à un enfant. Et eux, ils ont dépensé 100 milliards de dollars. Vous avez vu la différence? Et pourtant, on a cet océan qui nous sépare, et pas eux. Mais voilà, on s'entend bien avec eux. Il y a des bonnes choses qui se mettent en place. Biden
a dépensé plus d'argent dans ce combat que l'Europe a dépensé. Milliards et milliards de dollars de plus. À un moment, peut-être qu'il fallait équilibrer les choses un peu, se mettre sur un pied d'égalité, mais ça ne s'est pas fait. J'ai reçu un rapport du président Zelensky de l'Ukraine plus tôt aujourd'hui. C'est un rapport qui nous dit que l'Ukraine est prête à revenir à la table des négociations le plus rapidement possible pour apporter une paix durable. Personne ne veut la paix plus que les Ukrainiens, m'a-t-il dit. Mon équipe et moi-même sommes disponibles pour échanger avec le président Trump grâce à son leadership pour trouver une paix durable pour nous. Nous apprécions grandement ce qu'a fait l'Amérique pour aider l'Ukraine à maintenir sa souveraineté et son indépendance. Concernant l'accord sur les minerais et la sécurité, l'Ukraine est prête à signer cet accord au plus tôt et lorsque cela nous arrange. J'apprécie grandement d'avoir reçu cette lettre et en même temps nous avons eu des échanges sérieux avec la Russie. Nous avons reçu des signaux forts que eux aussi sont prêts pour la paix. Ne serait-ce pas magnifique? Ce serait beau, n'est-ce pas? Il est temps de mettre un terme à cette folie, de mettre un terme aux morts, de mettre fin à cette guerre insensée. Mais pour mettre terme à une guerre, il faut parler aux deux parties. Et il y a quelques années, concernant ces tensions, Mark Fogel, professeur d'histoire, a été détenu en Russie et a passé 14 années dans une colonie pénale difficile. L'administration précédente n'a rien fait pour l'aider. Il savait qu'il était innocent, mais il ne savait même pas par où commencer. L'été dernier, j'ai promis à sa mère de 95 ans, Malfi, que nous ferions en sorte que son fils rentre à la maison après 22 jours au pouvoir. C'est précisément ce que j'ai fait et ils sont avec nous ici ce soir. Marc et votre mère, nous sommes ravis de vous avoir avec nous en bonne santé. Et d'ailleurs, Mark Fogel est né dans un petit village côté de Butler, en Pennsylvanie, si vous connaissez, où sa mère a vécu ses 78 dernières années. Et justement, je m'y suis rendu le 13 juillet dernier pour un rallye. Pas une très bonne expérience pour moi. Et c'est là que j'ai rencontré sa mère, juste avant de me rendre sur cette scène. Et je lui ai dit que je n'oublierais pas ce qu'elle avait dit sur son fils. Et je n'ai jamais oublié. 10 minutes plus tard, à peine, à ce même rallye, un coup de feu a retenti et un assassin a tiré 8 balles de son sniper perché au-dessus d'une foule de milliers de personnes. Ma vie a été sauvée par un fil, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Corey Comparator était pompier et un père catholique ou chrétien et un protecteur. Et lorsqu'il a entendu ce coup de feu, son terrible, Corey a su immédiatement ce que c'était, ce qu'il fallait faire. Il s'est jeté sur sa femme et ses filles, il les a protégés des balles avec son propre corps. Corey a été frappé de plein fouet et vous connaissez la suite, il a sacrifié sa propre vie pour sauver la leur. Et 2 autres personnes ont également été frappées et blessées. Mais grâce à
à l'aide de médecins. Ils les ont sauvés. Ça a été difficile, mais ils sont très talentueux. Nous avons avec nous ici ce soir la femme de Corey, Helen, et leurs deux filles, Allison et Kaylee. Pour Helen, Allison, Kaylee, sachez que Corey vous regarde de là-haut en ce moment et il vous encourage, il vous aime, il vous encourage. Corey nous a été volé bien trop tôt. Son destin était de nous laisser un exemple brillant de son dévouement, un véritable patriote américain. C'est l'amour comme celui de Corey qui a permis de construire notre pays, c'est l'amour comme celui de Corey qui permettra de rendre sa grandeur à l'Amérique plus majestueuse que jamais. Je crois que Dieu m'a sauvé la vie ce jour-là pour une très bonne raison, pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Merci beaucoup. Les patriotes de Lexington, aux patriotes de Concord, les héros de Gettysburg en Normandie, des guerriers qui ont travaillé au Delaware, aux pionniers qui ont escaladé les Rocheuses, des légendes qui étaient à Kitty Hawk, aux astronautes qui ont mis pied sur la Lune. Les Américains ont toujours été le peuple qui relève les plus grands défis, fait face aux plus grands dangers, fait les sacrifices les plus grands et fait ce qu'il faut faire pour défendre nos enfants, notre pays et notre liberté. Comme nous l'avons observé dans cette chambre ce soir, cette même force, cette même amour, cet même esprit est encore bien vivant et fort dans le cœur des Américains, malgré les efforts de certains qui essayent de nous censurer, de nous réduire au silence, de nous briser. Aujourd'hui, les Américains sont des souverains fiers et indépendants. Une nation qui sera toujours libre et qui se battra pour sa liberté jusqu'à la mort. Nous ne laisserons jamais rien arriver à notre pays, car nous sommes un pays de rêveurs, de faiseurs et de survivants. Nos ancêtres ont traversé l'océan, ont fait face à la nature sauvage, se sont implantés sur une terre dangereuse. Ils ont chassé notre destinée à travers ce continent immense, ont construit les rails, les routes et partagé les merveilles du monde avec le reste du monde, comme l'Empire State Building, le barrage de Hoover et le pont de Golden Gate. Ils ont apporté la lumière au monde par l'électricité, se sont libérés de la force de la gravité, ont allumé les moteurs de l'industrie américaine, ont vaincu les communistes, les fascistes, les marxistes à travers le monde entier et nous ont offert ces merveilles du monde sculptées dans l'acier, le verre. Nous tenons sur les épaules de ces géants qui ont préparé cette ère moderne, ces travailleurs qui ont œuvré à ériger nos villes, ces guerriers qui ont fait couler leur sang sur les champs de bataille, qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour défendre nos droits et nos libertés. Aujourd'hui, c'est à nous d'endosser cette cause de la liberté américaine et c'est à nous de nous saisir de notre propre destin pour entamer l'ère la plus merveilleuse de l'histoire de notre pays. Ça sera notre plus belle histoire. Avec la bénédiction de Dieu, nous allons amener ces nations vers de nouveaux sommets pour forger
la nation la plus libre, la plus avancée et la plus dominante, la civilisation même la plus avancée de l'histoire de cette planète. Nous allons atteindre la meilleure qualité de vie, construire les villes les plus sûres et les plus saines, les communautés les plus belles du monde. Nous allons conquérir les frontières de la science. Nous allons diriger l'humanité, les amener vers l'espace et planter le drapeau américain sur la planète Mars et même bien au-delà. À travers cette aventure, nous allons redécouvrir la puissance inarrêtable de l'esprit américain. Nous allons renouveler cette promesse du rêve américain. Chaque jour, nous nous tiendrons debout et nous nous battrons pour ce pays dans lequel croient nos citoyens et que le monde mérite. Mes chers concitoyens, préparez-vous, l'avenir sera radieux car l'âge d'or de l'Amérique ne fait que commencer. Cela sera sans précédent, jamais vous n'aurez vu ça. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Amérique.